Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de revue de l'actualité du mois de décembre 2023. Dans son édition de décembre 2023, Le Monde diplomatique diffuse un article sur le conflit israélo-palestinien, et en particulier sur l'offensive israélienne à Gaza qui fait suite à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Il évoque l'hypothèse d'une expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza vers le Sinaï en Égypte. Alors que le discours officiel israélien fait état d'une offensive temporaire à Gaza pour détruire le Hamas, l'hypothèse d'une expulsion définitive des Palestiniens de la zone serait un projet officieux de certains membres du gouvernement israélien. Pour justifier cette théorie, l'auteur de l'article rappelle les origines du parti politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le Likoud. Et surtout, il mentionne un document daté du 13 octobre 2023 qui émanerait du ministère du renseignement israélien. Ce document, initialement rédigé en hébreu, a été traduit en anglais et diffusé par le magazine Plus 972. Ce magazine israélien, décrit comme judéo-arabe, prévient que le ministère du renseignement ne dispose d'aucun pouvoir exécutif. Il ne contrôle pas les services de renseignement. Il est simplement chargé de produire des notes de synthèse et de les diffuser au gouvernement et aux agences de l'État. Celles-ci sont ensuite libres d'en faire ce qu'elles veulent, les suivre à la lettre ou ne pas en tenir compte du tout. Néanmoins, le document semble à minima intéressant pour connaître l'état d'esprit du Likoud, la directrice du ministère du Renseignement, Gila Gamliel, étant elle-même membre de ce parti, comme le Premier ministre. Toujours dans le monde diplomatique, un article intitulé « Calculer et punir », en référence au livre « Surveiller et punir » de Michel Foucault, propose une enquête sur l'assistance des magistrats par des algorithmes aux États-Unis. Il n'y est pas vraiment question d'intelligence artificielle, mais simplement de traitement statistique de bases de données d'affaires judiciaires précédentes. Les paramètres d'une affaire en cours sont comparés aux données historiques pour en tirer plusieurs indicateurs, notamment le risque de récidive et le risque de se soustraire à la justice pour la suite du procès. Le juge est ensuite libre de suivre les indicateurs ou non. La question porte notamment sur la nature des paramètres pris en compte dans le processus. Le genre en fait partie, mais pas la race. Malgré cela, des paramètres fortement corrélés à la race, comme le lieu de résidence, laissent planer la crainte du maintien de préjugés raciaux dans les procédures judiciaires. Il semble d'ailleurs que la méthode qui aboutit à réduire drastiquement le nombre d'incarcérations totales soit globalement moins défavorable aux minorités. On pourra se reporter au site criminaljustice.tooltrack.org pour trouver plus d'informations sur l'algorithme Public Safety Assessment qui est au cœur de l'article. Le numéro de décembre de la Revue des Deux Mondes propose un article sur la situation stratégique de l'Allemagne. L'auteur s'y interroge sur l'idée que l'Allemagne soit à nouveau l'homme malade de l'Europe. Pour justifier cette idée, il rappelle d'abord que l'Allemagne est le seul pays avancé pour lequel le FMI prévoit une croissance négative en 2023. Cela s'explique par la dépendance de l'Allemagne aux exportations, qui sont mises en difficulté par le ralentissement de l'économie mondiale, mais aussi par une concurrence déloyale. En effet, les subventions publiques qui seraient accordées aux entreprises automobiles chinoises par leur gouvernement sont pointées du doigt. La Commission européenne enquêterait sur le sujet et envisagerait des poursuites auprès de l'OMC. Derrière ce cas particulier se cache un problème stratégique de relations entre l'Allemagne et la Chine. En juillet 2023, le gouvernement allemand publiait un rapport détaillant sa stratégie à l'endroit de la Chine. Elle y était considérée comme un rival systémique. La stratégie pourrait se résumer en 3 points. Diversifier ses sources d'approvisionnement et rechercher de nouveaux clients. Réduire la présence d'entreprises chinoises dans la construction d'infrastructures.
diminuer les transferts de technologies sensibles vers la Chine. Le rapport s'inquiète également de l'influence de la Chine sur l'opinion publique et sur les risques de cyberattaques et de cyberespionnage. Mais à titre personnel, j'ai trouvé le rapport difficile à interpréter, tant les objectifs qu'il exprime sont vagues et la situation à laquelle ils répondent mal justifiée. Par ailleurs, une autre explication de la contre-performance économique de l'Allemagne est apportée. Le coût de l'énergie et la dépendance au gaz russe, qui représentait 50% de la consommation de gaz et 30% pour le pétrole. Pour compenser la fin de l'approvisionnement en hydrocarbures russes, l'Allemagne compte sur ses centrales au charbon et sur l'import de GNL. Enfin, l'article rappelle que l'Allemagne fut le moteur de la croissance économique en Europe au cours des années 2010, mais qu'elle fait face à un vieillissement de sa population, des machines de son industrie et de ses infrastructures. Ces éléments témoignent de son manque d'investissement, à la fois privé et public. L'Allemagne accuse également un retard technologique dans la numérisation de sa production, qui serait due aux lourdeurs des procédures administratives et à la complexité de législation qui varie d'un land à l'autre à cause du fédéralisme. L'article conclut qu'une réforme est possible en misant sur la filière hydrogène qui se trouve au carrefour des thématiques qui posent problème à l'Allemagne, l'innovation, l'industrie et l'énergie, et sur lesquelles elle bâtit son projet d'avenir. Le magazine American Affairs publie un article de James Galbraith intitulé « La science stagnante, l'économie officielle en Amérique ». Il est constitué d'une critique du livre Economics in America, An Immigrant Economist Explores the Land of Inequality, d'Angus Deaton. Galbraith, l'auteur de l'article, partage les constats faits par Deaton, l'auteur du livre, notamment sur l'isolement et le conformisme des économistes universitaires. Ainsi, il avance que la promotion des chercheurs en économie repose essentiellement sur les publications dans 5 journaux universitaires, dont 4 sont basés en Amérique et 1 en Europe. 2 d'entre eux sont des organes internes d'université, en l'occurrence Harvard et Chicago. Je souligne au passage que ces universités sont celles dont Jean Tirole, le prix Nobel d'économie 2014, dit qu'elles ont des visions propres qui constituent les 2 pôles entre lesquels se positionne toute la recherche en économie. Je souligne également que l'université de Chicago est connue pour être financée et administrée par la famille Rockefeller, et que Barack Obama a étudié à l'une avant de devenir professeur à l'autre. Deaton adresse aux économistes un appel à s'ouvrir à d'autres disciplines, comme la philosophie ou la sociologie, mais Galbraith déplore que les physiciens, biologistes, ingénieurs et anthropologues ne soient pas mentionnés. Galbraith cite ensuite un exemple d'étude sur l'impact d'une hausse du revenu minimum survenue dans le New Jersey en 1992. En comparant l'emploi, les salaires et les prix dans les restaurants rapides de cet État, avec les mêmes données venant de la Pennsylvanie voisine, le modèle standard de compétition prévoit que la hausse des salaires entraîne une hausse des prix et une baisse de l'emploi. Or, l'étude n'a pas observé de différence majeure entre les 2 États. La moitié des économistes considéreront qu'il s'agit d'un exemple de compétition imparfaite. L'autre moitié n'en tiendra pas compte et poursuivra dans l'utilisation du modèle de compétition standard. L'article peut être retrouvé dans la description. Concernant la baisse de la pauvreté à l'échelle mondiale, Deaton considère qu'il s'agit d'une conséquence de la mondialisation. Galbraith note que le développement de la Chine, qui compte pour beaucoup dans cette baisse mondiale, est un exemple de développement interne. Il renvoie vers un autre article de la même revue, dont le lien est dans la description,
qui est focalisé sur la politique chinoise de réduction de la pauvreté et qui invite l'Amérique à s'en inspirer. En voici un résumé. La politique chinoise s'articulait sur l'objectif de fournir à tous un salaire, 2 assurances, l'alimentation et l'habillement, et 3 garanties, les soins médicaux, l'habitation avec eau courante et électricité, et l'éducation. Pour développer l'activité économique locale qui apporterait les salaires, le gouvernement chinois a proposé des financements accessibles, des formations et des équipements, et a investi dans les infrastructures. Il a également déplacé les villages les plus isolés pour qu'ils puissent profiter de la politique mise en œuvre. Cela s'est accompagné de compensations écologiques en reboisant 5 millions d'hectares depuis 2013, ce qui a permis de développer les métiers du bois. Sur le volet éducatif, un programme dédié aux jeunes enseignants a été spécialement prévu pour leur arrivée dans des villages pauvres. Cet article sur la politique chinoise révèle également une considération traditionnelle en Chine sur le rôle de l'État. En effet, au-delà des considérations pragmatiques, cette politique de lutte contre la pauvreté rappelle cet adage de Confucius. L'État doit s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture, suffisamment d'équipements militaires et la confiance du peuple. Il ajoute qu'en cas de nécessité, l'objectif sur l'équipement militaire doit être abandonné en premier, ensuite la nourriture, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue l'objectif d'avoir la confiance du peuple. En Occident, ce rôle central de la confiance populaire nous rappellerait les propos de Cicéron dans le De Natura Deorum. Je vous invite à regarder la vidéo de fiche de lecture en description pour plus d'informations. Deaton cite ensuite les faits suivants pour démontrer un déclassement économique de nombreux Américains. Les revenus des hommes sans diplôme universitaire n'ont pas augmenté aux USA depuis les années 70. Le revenu médian n'a pas non plus augmenté depuis cette époque. Deaton avance que la situation américaine est devenue proche de celle de l'Inde ou de l'Éthiopie, ce qui semble exagéré aux yeux de Galbraith. Galbraith reproche aux économistes de se focaliser sur les notions d'offre et de demande, d'équilibre de marché, d'efficience, et d'étudier toujours les mêmes statistiques. Leur obsession pour les notions d'équilibre et de marché expliquerait leur incapacité à communiquer avec d'autres sciences sociales et politiques, qui incluent des concepts d'évolution et de thermodynamique en lien avec la cybernétique. À ce sujet, voir le lien sur la liste de fiches de lecture sur la cybernétique dans la description. Galbraith accuse également les universitaires de privilégier les pensées conformes dans l'allocation de financement. Au registre des divergences, Galbraith accuse Deaton de mépris à l'égard de tout ce qui lui semble populiste, de trop peu parler de la crise de 2008 et de trop épargner les banquiers dans cette affaire, de ne pas parler de l'avenir du dollar comme monnaie de référence internationale. Au revoir et rendez-vous le mois prochain pour plus d'informations.